Je pense que la personnalité des femmes est très différente de celle des hommes, parce que même dans le lieu de travail, moi j'ai toujours connu des femmes gentilles, équilibrées, sans aucune motivation malsaine pour le pouvoir, sans, sans, sans agressivité. Voilà. Il y a des gens qui disent oui, une telle c'est une connasse ou elle pense qu'à sa gueule et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, quand j'entends des hommes dire ça, je pense que ils ont forcément une raison cachée pour le dire, parce qu'ils se sentent menacés par la femme, par l'idée que la femme puisse être dans un niveau hiérarchique supérieur à ce que eux ils ont. Et c'est pour ça, c'est une sorte de vengeance sur la femme, parce que c'est difficile pour un homme, en général, pas moi je le vis très bien, et que les femmes soient plus fortes, plus intelligentes, plus riches, plus performantes, plus éloquentes que moi, ça ne me pose aucun problème, et je trouve même que c'est bien. C'est bien de donner aux femmes cette place-là, de diriger, en fait. Je trouve ça très bien. Et je pense que nous devons absolument aider plus de femmes à y arriver. De plusieurs manières. Ça peut être par les quotas, pour être PDG, pour être dans le pouvoir exécutif. Avoir plus de femmes, ça ne peut faire que du bien. Moi, je pense. Parce que si on a quelqu'un au pouvoir qui est là, non pas pour le pouvoir, pour les avantages, comme politiquement je parle, pour les avantages financiers, des avantages financiers du pouvoir, mais pour rendre service, pour servir le peuple, moi je pense que les femmes sont beaucoup plus capables de faire ça que les hommes. Moi, au travail, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours trouvé que des femmes gentilles, sérieuses dans leur travail, qui impliquées, qui à la fois n'hésitaient pas à suivre le mouvement de l'entreprise, de mener à bien tous les projets de l'entreprise, qui n'hésitaient pas à donner leur opinion sans excès, donc sans les forcer forcément ou imposer leur point de vue aux autres personnes. Mais ça veut dire non quand elles voyaient clairement que le projet n'allait nulle part. Et je n'ai jamais vu une femme feignante dans le sens au travail, qui essaye de se soustraire au travail. Je n'ai jamais vu. Voilà. J'entends parler des fois des intrigues, etc. Mais moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Je n'ai pas connu dans le monde du travail une femme qui ne soit pas bien. Je trouve que l'important, si vous voulez, est la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure. Qu'une femme soit propre sur elle, soit ait des cheveux, qu'elle sorte du coiffeur, de chez le coiffeur, avec une coiffure très bien, je dirais pas très bien faite, mais une coiffure, que ça se voit qu'elle vient de chez le coiffeur, ou une femme qui se lave pas les cheveux et qui arrive avec les cheveux gras et collés. Moi, je trouve que est-ce que c'est important, ça? Est-ce qu'elle va faire son travail avec ses cheveux? Est-ce important, vraiment? Pourquoi on jugerait et on dirait, ah, cette personne, cette femme, elle prend soin d'elle, elle est fraîche, oui, elle se respecte,
elle fait ça, pourquoi on dirait ça? Alors que si une femme a 3 enfants, ou 2 enfants qu'elle élève toute seule, parce que le mec est parti, qu'il ne l'aide pas pour la pension alimentaire, qu'il n'est pas présent, et qu'elle doit tout faire, et qu'elle a une charge mentale très très lourde, pourquoi on s'attendrait à ce que est-ce qu'en plus elle allait se maquiller ou faire ce genre de choses pour nous plaire? Moi, je ne comprends pas ça. Je pense que la beauté intérieure, c'est ça qui compte. C'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. Parce qu'on peut être... j'ai rencontré un monsieur qui disait, et pardonnez-moi, je vais être un petit peu cru, il me disait, en tant qu'homme, si tu es moche et pauvre, autant couper ta bite et la donner au chien. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que on peut être moche et pauvre, mais avoir une beauté intérieure. Et je pense que c'est ça, une des choses qui nous empêche tous, hommes et femmes, de vivre bien ensemble, c'est justement que nous vivons dans un monde d'apparence, un monde où la voiture que l'on conduit est importante, les vêtements, tout ça, c'est très important. Et du coup, étant important, on va se ranger par classe sociale, par groupe de personnes, selon son aspect physique. Et pour moi, c'est quand même... pourquoi est-ce que quand on va dans une banque, les gens qui travaillent à la banque sont toujours bien habillés et si on va dans un bar, là on tolère les piercings, les tatouages, etc. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que on s'attend à ce quelqu'un dans un certain métier s'habille d'une certaine façon et on juge les personnes? Pourquoi est-ce qu'un agent immobilier est obligé de faire semblant d'avoir de l'argent et de gagner très bien sa vie? Pourquoi est-ce que nous obligeons ces gens à faire ça? Je pense que la beauté intérieure, c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que même, comme disait une féministe, dont j'oublie le nom, par rapport à la violence, et surtout la violence des hommes sur l'aspect des femmes, et ce qu'elle dit est très juste. Elle dit: n'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve, à gros bide et look pourri peut se permettre de dire des choses sur le look d'une femme, sur l'aspect d'une femme. Alors, c'est vrai, je pense que si tu es un connard et que tu es chauve et que tu es rougi à l'alcool et que tu as un gros bide et un look pourri, pourquoi tu fermes pas ta gueule, franchement? Pourquoi est-ce que tu oserais t'exprimer sur l'aspect de quelqu'un d'autre? Voilà, si t'as pas de dents, pourquoi tu t'exprimerais sur le fait de donner des sucettes aux enfants? Toi, tu n'as pas de dents, de quoi tu parles? Et justement, ça, je pense que nous évoluons dans cette direction et c'est très important. Les hommes manquent de respect aux femmes quotidiennement. Voilà. Les hommes entre eux ont tendance à se respecter. Les femmes entre elles ont tendance à se respecter. Les femmes respectent les hommes, mais les hommes ne respectent pas les femmes. Et c'est important, je pense, de parler de ça, quand même. Parce que pourquoi est-ce qu'on manquerait de respect à une femme juste parce qu'on est un homme? Quel droit avons-nous de manquer de respect à une femme parce que nous sommes un homme? Alors que aux hommes, nous ne manquons pas de respect. Voilà,
Pourquoi est-ce que les hommes devraient essayer d'exploiter les femmes au travail, par exemple, ou à la maison, alors qu'ils n'essayent pas d'exploiter les hommes? Pourquoi? Moi, j'aimerais comprendre pourquoi on fait ça. Parce que c'est pas étonnant, finalement, si la société est dans l'état dans lequel elle est. La jalousie est quelque chose que très compliqué. C'est très compliqué. Et je pense que c'est important que les hommes arrêtent justement d'être jaloux envers les femmes et envers le comportement des femmes. Parce que on est jaloux parce qu'une femme va parler à un autre homme que nous. On est jaloux qu'une femme ait un poste qui est mieux payé que nous. On est jaloux de l'homme qui peut séduire notre femme. Et quand on pense à l'attitude des femmes, on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les femmes sont généreuses. Elles donnent avec abandon. Et ça, il faudrait que les hommes apprennent à faire. Parce que... et des fois, il y a des tarés qui arrivent qui tuent leurs femmes. C'est vraiment quelque chose de très, très, très dérangeant. Parce que comment on peut permettre ça? Comment on peut, en tant que société, comment on peut permettre une chose comme ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que ce sont des dictats qui nous sont imposés par les générations passées et qui essaient de rester dans le passé parce que le passé est plus confortable que le présent ou que l'avenir, parce que le passé, on connaît le passé. Et on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. Donc, la jalousie, je pense qu'il faudrait vraiment que les hommes soient plus cool avec ça. Je connais des exemples qui disaient justement un homme est jaloux, et ça c'est assez intéressant comment la jalousie est un construit, je ne sais pas si ça se dit, social. Parce qu'un homme va être jaloux, ou va être en colère, ou va trouver ça dégueulasse, disons les choses. Il y a des hommes qui trouvent dégueulasse qu'une femme couche avec un autre homme que lui. Mais si vous voulez, ça dépend du point de vue. Si un homme marié trouvera dégueulasse que sa femme couche avec un autre homme qui n'est pas son mari. Par contre, si un homme couche avec une femme mariée, il ne va pas être jaloux qu'elle couche avec son mari. Et ça, c'est assez particulier. Alors que une femme ne va pas coucher avec un homme marié parce que elle a forcément une boussole, un compas, une boussole, morale qui l'empêche de le faire. Et donc la jalousie, et même si une femme, son mari la trompe, elle ne va pas être jalouse. Je pense qu'elle va être triste. Parce que, encore une fois, son mari, son homme, son compagnon, lui a manqué de respect. Et si vous voulez, pour moi, et ça n'engage que moi ce que je dis, il faudrait réfléchir à ces questions. En tant qu'homme, la question de l'initiative sexuelle est une question que nous devrions aborder et dès le plus jeune âge. Parce que la libido, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une différence de libido entre les hommes et les femmes? Est-ce que les hommes ont une libido plus active que les femmes? Mon idée empirique serait de dire que oui, que les hommes ont toujours envie, ou beaucoup plus envie, on va dire toujours, mais beaucoup plus envie de faire l'amour que les femmes. Et un homme se doit de
montrer sa disponibilité à une femme sereinement, de dire je suis là, si toi tu as envie de moi, je serai là parce que j'ai envie de toi tout le temps. Mais je serai là quand tu veux, quand tu voudras de moi et être laissé à la femme le soin de se décider si elle a envie de faire l'amour ou pas. Ou des fois, ce qui peut être aussi le cas, en tant qu'homme, si j'ai envie de faire l'amour avec ma compagne, je vais lui signifier que j'ai envie d'elle, que j'ai envie de lui faire l'amour, tout en acceptant, avec grâce, le fait qu'elle puisse ne pas avoir envie de me faire l'amour, pardon. Et dans le cas contraire, si une femme a envie de faire l'amour à son compagnon, et je parle ici justement que des couples hétéros, parce que c'est ce que je connais, je ne me permettrai pas de parler d'autres formes de couple ou de sexualité, puisque je ne suis pas dedans. Je pense que c'est très blessant pour une femme qu'un homme la rejette. Qu'un homme disant j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai une longue journée, je travaille beaucoup, etc. C'est blessant. Et donc nous devrions faire attention à ça. Nous devrions être prêts et des fois, dans la mesure du possible, prendre sur nous en tant qu'hommes pour ne pas rejeter la femme. Parce que si déjà que leur libido, s'il s'avère être vrai scientifiquement, je ne sais pas, est moins forte ou moins présente ou moins intense que celle des hommes, un homme se doit justement de répondre, de trouver en lui la ressource de pouvoir répondre à la demande de sa femme. Donc, accepter, pour résumer, je pense, c'est accepter le rejet avec grâce et ne pas rejeter. Parce qu'on sait bien que c'est pour les femmes, c'est très vexant. Parce que elles peuvent croire que l'homme ne l'aime plus, n'aime plus son corps, n'aime plus l'aspect, n'aime plus lui faire l'amour, et qu'il préférerait faire l'amour avec une femme plus jeune, plus belle, plus fraîche. Et donc, il faut faire attention à ça, je pense. L'orgasme masculin c'est l'orgasme masculin. Est-ce qu'on peut éjaculer sans avoir d'orgasme? Est-ce qu'on peut avoir un orgasme sans éjaculer? Est-ce qu'on peut prendre du plaisir sans pénétration? Est-ce qu'on peut prendre du plaisir sans orgasme, etc. Cette question, moi je pense que oui. La réponse est oui à tout. Mais je trouve aussi très difficile d'y répondre sans dire de généralité dépourvue de sens. Parce que la barrière ultime de la connaissance, de l'information, c'est la barrière de la conscience, si vous voulez. Vous pouvez me dire, ou moi je peux vous dire que l'orgasme masculin ou le massage prostatique peut être quelque chose de très puissant, et que c'est dommage que beaucoup d'hommes n'y aient pas accès, ou qu'ils aient honte de l'essayer. Mais disons qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un ce que l'on ressent, parce qu'on n'est pas dans le corps de l'autre, on n'est que dans son propre corps, et notre conscience se limite à notre propre corps. Donc moi, parler de l'orgasme masculin, je ne pourrais pas, je pourrais parler de mon orgasme. Et par rapport à l'orgasme féminin, je ne peux parler aussi que de mon orgasme féminin, si je suis une femme, évidemment, que je ne suis pas. De mon expérience de rencontres avec des personnes du sexe féminin, comme on dit,
j'ai vu des choses très disparates. J'ai rencontré des femmes, une en particulier qui jouissait toutes les 30 secondes, qui avait un orgasme toutes les 30 secondes, ce qui était pour elle très frustrant. J'en ai rencontré qui ne jouissaient jamais. Et du coup, je me suis senti presque handicapé. Parce que comment ça se fait que je ne puisse pas faire jouir une femme? Quel type d'homme serais-je si je n'y arrive pas? Et du coup, je me suis renseigné, j'ai appris plein de techniques, etc. Après, j'ai rencontré d'autres femmes avec qui ça se passait beaucoup mieux. Parce que moi, en tant qu'homme, je suis sûr de jouir avec 98% du temps. Mais que la femme n'ait pas d'orgasme, c'est gênant pour les hommes. Parce qu'on sent que quelque chose n'est pas équilibré. Donc s'il y a du plaisir que pour un et pas pour l'autre, et qu'on n'arrive pas les deux à trouver son plaisir, je trouve que c'est dommage. Et ça va contribuer évidemment à ce que les femmes aient une libido moins développée, moins présente, moins intense que celle des hommes. C'est logique quelque part. Les vêtements et le maquillage et les accessoires pour se mettre en valeur quelque part sont, je pense, une conséquence du dictat du patriarcat quelque part, de dire qu'une femme doit être présentable, doit être maquillée, doit être parfumée, doit être coiffée, doit être bien habillée, doit porter des talons, doit... Je pense que c'est très dur. C'est très dur cette situation parce que où est la limite entre le body positive, donc faire ce que l'on veut, et le diktat des femmes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu l'occasion et la chance d'échanger sur ces sujets-là. J'ai eu quand même quelques idées très contradictoires, des opinions des fois assez cristallisées, mais très différentes de ce que c'est que le maquillage, de ce que c'est que les implants, les talons, les vêtements. J'ai entendu dire que, par exemple, des prothèses mammaires, que une femme qui met des faux seins, elle subit le patriarcat de plein fouet, parce qu'elle se sent mal de ne pas avoir les seins à la taille que la société considère, ou que les hommes, pas la société, ne mélangeons pas les choses, que les hommes considèrent être une bonne taille. Comme les implants sur les fesses. Ça aussi, quand on est né avec des fesses qui sont un peu... personnellement, j'ai pas de cul. Enfin, j'ai comme ça. Et je suis gros pourtant. Bon. Ou quand on fait de la liposuction pour faire des faux abdos, donc c'est des abdominaux en graisse, que c'est une pression du patriarcat des hommes pour que les femmes soient toujours bêtes. Mais est-ce que les femmes ne sont déjà pas bêtes? Naturellement. Bon. Donc que c'est une pression du patriarcat. J'ai aussi entendu dire, par tout ça des femmes, dire que pourquoi est-ce que on dirait à une femme pourquoi on irait interdire aux femmes ou empêcher les femmes de faire ce genre d'intervention sur leur corps? Elles ont le droit. Si elles se sentent mieux comme ça, si elles se sentent bien avec des implants, si elles se sentent bien avec des tatouages, du piercing, tout ça, pourquoi voilà, pourquoi interdire? Donc je pense que nous, en tant qu'hommes, on doit aider les femmes à se parler, à réfléchir ensemble,
à ce qu'elle trouve bien ou pas bien et arriver à un consensus pour justement éviter que le patriarcat puisse se glisser dans ces brèches et d'aller continuer à diviser pour mieux régner, et que du coup les hommes, par leur ruse quelque part, en donnant des messages contradictoires, comme pour des magazines féminins, vous avez une page « Acceptez-vous comme vous êtes » et une autre page « Perdez 20 kilos » et une autre page les rides naturelles et une autre page avec de l'hélicryse italienne et de l'acide urique pour repulper la peau. Trouvons un équilibre. Aidons les femmes par l'éducation. Éduquons les femmes. Et au niveau de la sexualité aussi, pour qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur corps. Aidons les femmes à se parler, à libérer la parole, parce qu'elles en ont besoin. Et si elles ne le font pas, c'est justement parce que cette structure patriarcale de la société les empêche de le faire. Aidons-les, je pense. En tout cas, je voulais féliciter et je dis bravo aux femmes pour toutes les réussites qu'elles ont, toutes les avancées qu'elles ont pu faire, qu'elles ont pu obtenir. Le droit de vote, par exemple, ça fait même moins de 100 ans que les femmes ont le droit de vote, et on a vu comment ça a changé la société, comment ça a changé le cours de l'histoire, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, et maintenant qu'elles ont le droit de vote. Et je pense que c'est incontestable de voir comment le monde a changé. Et donc, je veux vraiment féliciter les femmes pour ça, parce que malgré un système qui avantage les hommes, elles ont su s'organiser, elles ont su faire en sorte que les choses changent. Parce que si ça dépendait exclusivement des hommes, ça n'aurait pas changé du tout. Ça n'aurait pas changé du tout. Et c'est grâce, je pense aussi, au fait que les femmes étant à la maison, s'occupant des enfants, qu'elles ont pu éduquer les petits garçons qui sont devenus les hommes de demain, d'aujourd'hui d'ailleurs, à vraiment changer ça. Elles ont pu, de par leur bienveillance, de par leur présence, de par leur amour, installer dans le cœur des hommes d'aujourd'hui ce respect, cette sagesse, cette capacité à prendre la perspective de l'autre pour faire avancer la société. Donc je dis un grand bravo aux femmes pour ça, justement, parce que c'est grâce à elles, dans l'éducation des enfants, que nous sommes aujourd'hui arrivés là où nous sommes aujourd'hui arrivés. C'est très important et je pense que ça ne pourra faire que s'améliorer dans les années à venir. La position des hommes, à mon avis, dans le mouvement féministe, elle est assez compliquée parce que je pense qu'un homme, soyons honnêtes, mais disons les choses, un homme qui va dans un mouvement féministe, c'est un homme qui a une motivation égoïste. Parce qu'il veut montrer qu'il est progressiste, qu'il est moderne, qu'il est à l'écoute, qu'il est ouvert d'esprit, qu'il soutient les femmes. Il veut montrer ça. Que le combat des femmes soit avance ou pas, c'est pas le plus important pour lui. L'important pour lui, c'est de se montrer là-dedans. Et le plus extrême la position de l'homme féministe, le plus on va se dire, ah, c'est un penseur, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va casser les codes, c'est quelqu'un à suivre, c'est un leader. Un homme qui parle ouvertement du clitoris,
et qui fait des peintures, des sculptures de clitoris, de vulve, tout ça, qui met ça en avant, c'est un homme qui cherche à surfer sur cette vague. C'est un homme qui veut exister, parce qu'il faut je pense, faire la séparation entre un vrai combat, un vrai besoin de s'exprimer, un vrai besoin de faire avancer une cause, et le besoin d'exister sur Instagram. Et du coup, l'homme féministe, qui est là à manifester, etc., c'est un homme qui veut exister. Et est-ce que c'est un homme qui va donner de son argent ou de son temps pour arrêter l'excision des petites filles dans certains pays? Est-ce que, au lieu de poster des choses sur Facebook ou de parler, de gueuler, d'aller manifester devant le gouvernement, est-ce qu'il va dénoncer, il va affronter le problème sur le terrain? Est-ce qu'il va chercher l'égalité? Est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose au lieu de dire quelque chose? Donc, pour moi, un homme qui veut être féministe, c'est un homme qui va faire des efforts concrets, mesurables, et sans forcément le dire, qui va dans son quotidien travailler de façon à ce que la société soit plus égalitaire, et par l'éducation de ses enfants, et par son lieu de travail, et par son cercle social, etc. L'homme féministe, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la récompense qu'il cherche? Parce que, si vous voulez, en plus il y a des hommes féministes qui sont très extrêmes. Il y a les hommes féministes qui disent body positive, les femmes devraient être autorisées à faire ce qu'elles veulent, etc. etc. Et d'autres hommes féministes qui vont dire non, mais il faut pas. Il faut pas. Pourquoi le maquillage? Pourquoi les talons? Les talons, qu'est-ce que ça fait les talons? À part faire ressortir le cul et abîmer la colonne vertébrale, et les os, les jambes, les mollets, etc. Voilà, donc je pense que l'homme féministe doit... C'est comme l'homme écologiste. Un homme écologiste, avant de dire oui, je trie mes poubelles, etc., oui. Ben, vous devrez arrêter de manger de la viande. Déjà. Non, il y a des actions logiques à faire d'abord. Donc je pense que pour les hommes féministes, il faut savoir différencier. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment dans le combat de tous les jours, qui sont sur le terrain, qui essayent de faire les choses. Et après, il y a des hommes féministes d'Instagram et de Facebook qui disent, voilà, ouais, féministe, clitoris power, etc. Non. Ceux-là, ils cherchent à exister et à ce qu'on les admire par leur engagement, par leur activisme, etc. etc. Mais après, 2 ans après, ils font autre chose et ils s'en foutent. Donc, réfléchissons à ça, je pense, c'est important. C'est quoi d'être un homme? Je pense qu'être un homme, c'est quelque chose, j'ai lu quelque part, et c'est très machiste, hein, ce que je vais dire, c'est très sexiste, et excusez-moi, je m'en excuse d'avance, parce que je ne veux pas avoir l'air d'un con, hein, en plus sur le documentaire, etc., et des gens vont payer 5 € pour voir ça, je ne veux pas avoir l'air d'un con, mais j'ai vu que quand il y a une catastrophe, on sauve d'abord les femmes et les enfants. Une femme est célébrée parce qu'elle est. Quand tu es une femme, tu peux donner la vie. Tu es. La femme est. C'est important. Alors que l'homme devient. Un homme n'est pas né un homme. Un homme est né un enfant. Et il doit ensuite devenir un homme. Devenir un homme. Il passe d'une catégorie de Titanic, imaginons les femmes et les enfants d'abord, mais quand est-ce que tu, en tant que homme ou garçon, quand est-ce que tu arrêtes d'être
un enfant et que tu n'as plus droit à aller dans le bateau de sauvetage. À quel moment ça arrive? Et est-ce que ça arrive de façon consciente ou est-ce que ça arrive de façon étrangère à toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est imposé? Je pense que l'on devient un homme. Il y a les rites de passage, comme la mutilation, l'excision des filles. Il y a des tribus aussi qui pratiquent la circoncision à des enfants qui ont déjà, je ne veux plus dire de bêtises, mais entre 8 et 13 ans, quelque chose dans le genre. Heureusement, on peut beaucoup plus facilement se passer d'un prépuce que d'un clitoris, et les conséquences physiques sont complètement différentes. Donc la seule chose qui reste, finalement, c'est le trauma, qui est pareil, mais les conséquences sont évidemment beaucoup plus graves dans le cas d'une excision, mais on devient un homme, et on n'est pas un homme par défaut. On ne dit pas à une femme, allez, sois une femme. Non, une femme, c'est une femme. Alors qu'un homme, il y a des comportements où il se doit d'être un homme. Il faut que tu sois un homme. Donc, en général, ce qui pour moi est important, c'est de comprendre que les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble bien, et que d'ailleurs c'est à se demander comment les hommes et les femmes ont fait pour arriver jusqu'au présent en vivant avec une certaine harmonie. Mais je peux pas dire qu'il y a une harmonie, parce que l'homme a dominé la femme depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas une harmonie que nous avons eue jusqu'à présent. Je ne sais pas comment on a fait. Honnêtement, je ne sais pas comment ça a pu se produire et comment les hommes ont pu établir une dominance telle sur la femme, une soumission telle sur la femme. Comment on a fait pour vivre jusqu'à présent? C'est très étonnant, mais c'est merveilleux aussi. En tout cas, en parler, ça me fait du bien. Et je vous remercie de m'avoir interviewé pour votre documentaire. Et c'est dommage que les hommes soient si méchants avec les femmes, et que qu'il faut attendre que la société oblige les hommes à changer.